merci beaucoup de nous joindre et nous allons débuter ce webinaire à présent avec Monsieur Dr Ousmane Badiane. Bonjour Hawa et bon après-midi à tous ceux qui se joignent à nous cet après-midi pour le webinaire sur l'irrigation, l'expérience du Togo. Je vais commencer par donner un petit background sur le Malabo Montpellier Panel, le rôle du panel et surtout la place de ces webinaires, cette série de webinaires dans les activités du panel. Le panel est composé d'experts africains internationaux qui veulent en fait apprendre des leçons qui peuvent être disons, qui peuvent provenir de l'expérience en Afrique ces dernières, disons, 20 années en termes de développement agricole, mais aussi développement économique en général. Depuis le début des années 2000, l'Afrique a reconnecté avec la croissance. On a vu les 2 décennies parmi lesquelles les économies africaines, au courant desquelles les économies africaines ont connu non seulement des taux de croissance assez élevés, mais sur une période continue de plus de 20 ans. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du continent, en tout cas pas dans l'histoire post-indépendance. Donc nous nous sommes dit qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui ont été faites disons, qui ont connu du succès. Et ces expériences qui ont produit partout en Afrique, dans les différents pays, ces taux de croissance, cette amélioration économique, si on pouvait en tirer des leçons, comprendre les facteurs qui ont permis à cet essor de prendre forme, si on peut comprendre comment, pourquoi et avec quel type de programme et d'intervention les différents pays ont pu réaliser un progrès ici et là, on pourrait faire quelque part une synthèse de ces facteurs, un résumé de ces facteurs, les comprendre et en formuler les utiliser pour formuler des leçons, en tout cas des modèles d'intervention qui permettraient à ces mêmes pays peut-être d'accélérer le rythme de croissance, mais aussi à d'autres pays qui aimeraient imiter ce que leurs pères ont fait pour aller de l'avant, pour faire la même chose et réaliser les mêmes progrès. Donc nous travaillons en choisissant qui nous permettent, dans chaque thématique, nous faisons l'évaluation du progrès à travers le continent. On choisit les 6 ou 7 pays qui sont au devant du lot et nous allons examiner ce qu'ils ont fait en termes d'innovation institutionnelle, en termes de changement de politique, en termes d'intervention programmatique pour aller de l'avant, pour réaliser les progrès qui sont réalisés. Donc, les résultats de ces recherches sont couchés dans un rapport qui est présenté lors d'un forum au niveau ministériel et secrétaire généraux. Donc, le rapport, il est assez concis. Il présente les études de cas, mais il ne va pas dans beaucoup de détails, surtout les aspects opérationnels. Le forum est un forum restreint, c'est à peu près une dizaine de pays. Donc, ce que le webinaire fait, c'est compléter le contenu du rapport technique, élargir l'audience au-delà des quelques pays qui participent au forum pour mieux ventiler les résultats du rapport et partager plus largement les expériences des pays qui sont les pays qui ont accompli dans les différents domaines le plus de progrès. Donc aujourd'hui, nous avons le Togo qui a fait partie des 6 ou 7 pays qui ont, pendant ces dernières années, accompli le plus de progrès en termes d'irrigation
dans le secteur agricole. Monsieur Daoud Salifou, qui va présenter aujourd'hui l'expérience du Togo, est directeur de la statistique, de l'information et de la documentation au ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique du Togo. Il va nous parler de l'expérience du Togo. Nous allons commencer très bientôt avec sa présentation. Je voulais, avant qu'il ne commence, rappeler que, comme Madame Hawa Diop l'a dit tantôt, que les questions ne seront pas posées oralement, mais uniquement via le chat box du webinaire ou bien sur l'adresse qu'elle a partagée avec vous, h.job@cig.org, donc cigar.org. Donc, pour ce faire, les micros seront tous mis en sourdine pour éviter les distractions et les perturbations et nous permettre d'avoir un peu plus de clarté dans la présentation. Je vais aussi, avant de passer la parole à M. Salifou, vous remercier tous pour avoir pris votre temps pour vous joindre à nous. Merci. J'espère que vous participerez activement aux discussions et que vous aurez tiré de ce webinaire quelque chose qui pourra vous servir et que nous pourrions également profiter et bénéficier de vos expériences que vous aimeriez bien partager avec nous. Le lien vidéo de cette présentation sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous avez également l'adresse sur les informations que Madame Hawa Diop vous a envoyées. La présentation de M. Salifou sera également sur notre compte SlideShare, ainsi que tous les documents relatifs à ce webinaire. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre temps et pour votre contribution à ce webinaire aujourd'hui. Je vais passer la parole à M. Salifou Daoud pour sa présentation. Merci. Merci, M. Ousmane. Messieurs les participants, c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire qui est une initiative du panel MAMO, Montpellier Malabo, auquel j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer. Je voudrais remercier particulièrement M. Ousmane pour cette initiative, sinon ces initiatives, parce qu'à chaque fois que je prends part au MAMO, je reviens toujours au pays avec un plus, et ce plus est toujours mis à la disposition de mon pays pour qu'on puisse bâtir ensemble le développement de nos pays et de l'Afrique. Okay. Donc, là, je vais parler un peu de l'expérience du Togo. Vous me recevez? On vous reçoit très bien. Ok, d'accord. L'expérience du Togo en matière d'irrigation. Pour le faire, je vais passer par une présentation du Togo, parce que j'ai vu plusieurs participants. Il est quand même de bon temps qu'on fasse un focus sur le Togo pour que les gens aient au moins une idée sur là où se trouve le Togo. Donc, le Togo, c'est un État de l'Afrique de l'Ouest, membre de la CEDEAO, membre de l'UEMOA, qui partage les frontières avec le Ghana à l'ouest, avec le Burkina Faso au nord et avec le Bénin à l'est, et qui dispose d'une façade
sur l'océan Atlantique, une façade de près de 50 km sur lequel est bâti le port autonome de Lomé, le port en eau profonde. Donc, en termes de population, le Togo en 2010 faisait 6 191 000 habitants. Aujourd'hui, la population est évaluée à peu près à 7 295 000 habitants. Donc, il a un taux de croissance démographique de 2,44% par an. En termes de climat, le Togo jouit d'un climat de type tropical, avec un climat bimodal. Au sud, c'est-à-dire qu'au sud, on a 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Le sud, c'est les régions maritimes et les régions plateaux, disons plateau sud. Et dans le nord, on a un climat unimodal, une grande saison sèche et une grande saison des pluies. Et la moyenne des températures ces dernières années est autour de 24,5 degrés Celsius. C'est pas une minute. J'ai un problème avec l'affichage. Non, on vous suit. Okay. Vous êtes... Oui, c'est bon, on peut aller. Ouais. Donc, en termes de pluviométrie, parce que c'est de ça qu'il est question ici aujourd'hui, le Togo, la pluviométrie varie entre 1036 mm et 1336 mm ces dernières années, avec une moyenne de 1215 mm. Donc, ces dernières années, le Togo enregistre également presque tous les ans des cas d'inondation dans différentes localités. Voilà. Donc, l'année passée, on a eu des inondations dans la maritime, dans la région des savanes. Donc, vous voyez, le climat est devenu capricieux. Et face à cela, il y a des stratégies également qui doivent se mettre en place pour pouvoir gérer et maîtriser l'eau pour nourrir les zones. Okay. OK. Donc, pour tomber sur les ressources en eau, faire corps avec la pluviométrie et le climat, je dirais que le Togo est essentiellement alimenté en termes d'eau à les précipitations. Et les précipitations sont estimées, c'est les pluies, sont estimées à près de 66 km3 par an. Et il y a les eaux superficielles qui sont produites à l'intérieur du pays, qui sont évaluées à 10,8 km3. Et les eaux superficielles entrant des pays limitrophes du Burkina Faso, majoritairement, évaluées à 3,2 km3 par an, et les eaux souterraines qui sont évaluées à 5,7 km. Il faut rappeler également que le Togo est arrosé par 2 principaux fleuves, chacun avec ses affluents. Et il y a le Mono dans le sud, qui fait près de 500 km, avec un débit de 54 m3 par seconde, et l'Oti long de 300 km, bon, donc 147, parce qu'avec la portion dans le Ghana, ça fait 300 km, avec un débit de 354 m3 par seconde. Donc, les écoulements restent semi-permanents parce qu'en période d'étiage, il y a des ruptures qui sont observées par endroits. Donc, le débit de ces fleuves est très variable. En termes de bassins versants, nous avons 3 grands bassins versants qui sont caractérisés par ces différents cours d'eau. Il y a le bassin de l'Oti qui est le plus grand, qui couvre 47% du pays, et le bassin du Mono sur 21 300 km² qui au sud, et le bassin du lac Togo. Nous avons un lac au niveau
de la région maritime qui fait à peu près 8000 km². Voilà. Je fais ces rappels parce qu'après on fera le pont avec l'irrigation au Togo. Ok, donc vous allez voir sur la carte. C'est la carte du Togo avec les différents bassins. Vous allez voir dans le nombre, ce qui est mis en exergue en jaune, rouge, c'est le bassin de Loti. Et de l'autre côté, vous avez le bassin du Mono qui n'est pas mis en exergue parce qu'il y avait une étude qui concernait spécialement la zone du bassin de Loti. Donc, au niveau du cadre stratégique pour le développement de l'irrigation, depuis 2018, le Togo met en œuvre son plan. Le Togo met en œuvre un plan national de développement, le plan national de développement 2018-2022, qui est structuré en 3 grands axes. Il y a le hub logistique qui met un accent particulier sur les infrastructures portuaires, aéroportuaires et les infrastructures routières, parce que le Togo est un couloir. Donc, le Togo veut tirer un maximum de profit avec cet atout qu'il a pour desservir l'Interland, les pays frères du Sahel. Après l'axe 1, il y a l'axe 2. Je vais laisser l'axe 2 pour aller sur l'axe 3 qui parle de l'inclusion sociale, qui parle de la gouvernance partagée, qui parle du partage de la richesse, pour revenir sur l'axe 2 qui est entièrement dédié au secteur agricole. C'est l'axe qui met l'accent sur la transformation, le développement des pôles de croissance agricole, manufacturier et minier. Voilà. Donc, c'est dans cet axe que le secteur agricole se trouve. Et le Togo étant essentiellement agricole, parce que la population agricole est estimée à près de 70, le secteur agricole employant près de 70% de la population et qui contribue à près de 30-40% au PIB, c'est-à-dire à la richesse, à la création de la richesse nationale. Donc, le secteur également s'est doté d'un programme national d'investissement agricole. Et je ne vous apprends rien parce que M. Ousmane est à la manœuvre pour les PENIA au niveau de l'Union africaine. Donc, c'est ce cadre qui met en œuvre toutes les actions au sein du secteur agricole, qui est structuré autour de 4 axes. Il y a l'organisation de l'espace de production, il y a l'appui à la production et à la valorisation des produits agricoles, l'inclusion sociale et la bonne gouvernance. Donc, ce sont ces 4 axes qui caractérisent le PENIASAN. Mais au-delà du PENIASAN, nous avons vu au niveau de la configuration du pays les atouts que chaque zone pouvait offrir. Nous avons mis en place une offensive, on appelait offensive 500 000 hectares, qui permet la valorisation des terres agricoles. Donc, cette offensive met l'accent sur les aménagements hydro-agricoles et la mise en valeur de ces périmètres. Donc, je suis en train d'évoluer vers ce que nous faisons déjà en termes d'irrigation. Vous m'excusez, des fois, j'ai... OK. Donc, en termes d'irrigation, voilà. Donc, le Togo dispose d'une superficie facilement irrigable, parce que je le dis facilement parce que toutes les terres sont irrigables. Mais quand on dit facilement irrigable, c'est qu'avec le système gravitaire, on peut irriguer 186 000 hectares au Togo. Mais à ce jour, ce qui est fait est évalué à 6 190 hectares, qui est essentiellement constitué des périmètres rizicoles. Donc, nous avons de grands périmètres rizicoles. Bon, pas trop grands quand on voit
sous d'autres cieux, comme l'Office du Mali. Oui, voilà. Donc, il y a le projet d'aménagement des terres agricoles de Mission Tové qui fait 600 hectares et le projet d'aménagement de la basse vallée du Mono, c'est 489 hectares. Mais nous avons également un périmètre sucrier, Sinto, qui fait à peu près 1247 hectares. Donc, le taux d'irrigation reste très faible, en deçà de 3% des terres. D'autres projets sont en cours de mise en œuvre. Il s'agit de projets de développement rural, des projets de développement ruraux intégrés. Il y a le projet de Djablé qui va faire 340 hectares et il y a le projet de développement rural intégré de Loti, l'autre grand bassin du Nord qui va couvrir à peu près 1132 hectares avec le financement est déjà bouclé, les études sont réalisées et en phase de validation. Donc, il faut dire que de par le passé, juste après la sécheresse des années 70, il y a plusieurs pays qui se sont lancés dans des initiatives de maîtrise de l'eau avec la construction des barrages et des aménagements de périmètre. Mais l'ensemble, voilà. Donc, vous avez des statistiques qui sont là, ici. Donc, l'ensemble de ces aménagements étaient confrontés à un problème, c'est le problème de gestion des périmètres irrigués. Je vais en arriver. Ici, je vais présenter d'abord les enjeux qu'il y a en termes de pourquoi il faut aller vers les aménagements, pourquoi il faut aller vers l'irrigation. Donc, il y a d'abord l'aspect sécurité alimentaire. Vous avez vu la population qui doublait. Donc, il faut prendre des mesures pour assurer la disponibilité, l'accessibilité et des denrées alimentaires pour les populations. Nous avons également pour objectif d'améliorer le revenu des populations. Nous sommes un pays sous-développé où les gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, nous devons travailler pour améliorer le revenu de ces producteurs qui constituent la grande partie de la population togolaise. Nous importons également beaucoup plus que nous exportons et il faut travailler à rééquilibrer la balance commerciale du Togo qui est aujourd'hui évaluée à moins 44 milliards de nos francs. Donc, il y a des opportunités là que les populations, les producteurs peuvent saisir. Et donc, nous mettons également un accent sur ça. En termes de défis, c'est la mobilisation des ressources. Vous voyez, pour un aménagement, un périmètre aménagé, nous avons évalué au niveau du Togo, un hectare revenait autour de 12 500 000. Donc, c'est de grands investissements qu'il faut réaliser, il faut mobiliser et pouvoir réaliser. Ce n'est pas toujours évident. Au-delà de cela, il y a la capacité, les ressources humaines pour conduire les travaux d'aménagement de ces périmètres qui sont un peu rares. Et il y a le problème épineux, c'est ce que j'évoquais entre-temps, c'est le problème de la gestion des infrastructures. Vous voyez, jusqu'ici, les aménagements qui ont été faits dans le passé, c'était fait dans le cadre social. C'est l'État pourvoyeur, l'État qui donnait tout, l'État qui faisait tout. Donc, les producteurs étant dans ce schéma n'arrivent pas à faire face actuellement aux dépenses liées à la maintenance des équipements, à la maintenance des infrastructures. Donc, ça fait que ces infrastructures qui ont été réalisées à coût de milliards sont dans des états un peu pas bien. Donc, ça, c'est un défi qu'il faut relever et le Togo tient compte de tout ça pour maintenant mettre en œuvre les nouvelles orientations dans le secteur agricole, en matière d'irrigation.
Voilà, donc vous allez voir, c'est des exemples, les photos, c'est des exemples de périmètres irrigués au Togo. Vous avez là, c'est le périmètre de Mission Tové, je vous en parlais tout de suite, et c'est la visite du chef de l'État sur ce périmètre en 2010 sur ce périmètre à Mission Tové. On venait de finir sa réhabilitation parce que c'était réalisé avant avec Taïwan et faute d'entretien, c'était abandonné et à la faveur de la relance de la stratégie de relance de la production agricole, le Togo a opté pour sa réhabilitation et son extension. C'était 240 hectares et on a réhabilité 360 ajoutés pour porter ça à 600. Donc, c'était le déplacement du chef de l'État pour constater la réalisation des travaux. Donc, vous allez voir ici, sur ces images, c'est des expériences qui sont réalisées au niveau paysan dans le cadre du maraîchage pour les bandes, ça c'est des bandes perforées. À droite également, c'est la même chose. C'est des cultures maraîchères qui sont là avec des kits d'irrigation. Ils sont soit le bout à bout, soit des bandes perforées, soit, soit des bandes perforées. Voilà. OK. Je vais maintenant aller vers les nouvelles orientations dans le secteur. Donc, il faut dire que fort des résultats que nous avons eus avec le PENIASA, c'est le Programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire 2010-2015. Donc, l'État a revu ses orientations pour le secteur agricole. Donc, un accent particulier est mis sur le développement de l'irrigation de précision, que l'irrigation goutte à goutte. Je les cite comme ça parce que je vais revenir sur ça après. Voilà. Il y a à travers le projet d'électrification rurale CISO, le Togo veut coupler cela avec des kits solaires, des kits de pompage solaire avec l'irrigation. Et avec l'Agence togolaise d'énergie et d'électrification rurale, AT2R, il y a un projet Pravost qui est en cours de réalisation avec le financement de la BAD et qui va mettre à disposition des pompes, des pompes solaires. Donc, il y a également une convention que nous avons signée avec EDF. Je vais revenir en détail, je les cite pour qu'on ait une idée, avec EDF pour la mise en place de 3000 kits d'irrigation. Voilà. Donc, les initiatives phares du gouvernement. Dans un premier temps, tel que je l'expliquais tantôt, on a constaté que les populations avec les grands périmètres qui ont été aménagés, il y a des problèmes qui se posent en termes de gestion, en termes de maintenance, et si les périmètres ne sont pas entièrement, il n'y a pas, les populations ne tirent pas meilleur profit, mais les sites ne sont pas entièrement mis en œuvre. On ne tire pas toute la valeur des sites, des périmètres n'est pas mise en, ne ressort pas. Les paysans ne gagnent pas beaucoup. Donc, nous réfléchissons pour mettre en place un système qui permet à ce que les sites soient bien utilisés, les sites soient bien mis en valeur. Voilà. Donc, pour cela, le PND a retenu qu'il faut une implication du secteur privé. La clé de répartition, c'est 35% pour l'État et 65% pour le secteur
privé. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons impliquer le secteur privé dans la gestion, dans la mise en valeur de ces périmètres, de ces grands périmètres irrigués. Donc, ce serait un partenariat entre l'État, le secteur privé et les producteurs à travers une société de projet. Donc, dans cette société de projet, l'État a déjà garanti la dette. L'État a déjà mobilisé une partie des ressources qui a fait faire des aménagements, une partie des aménagements. Donc, le privé vient pour continuer le travail que l'État a fait, pour mettre en valeur les périmètres irrigués dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc, le privé vient organiser les producteurs, il vient faire les prestations de services aux producteurs et il les aide à améliorer leur production à travers un encadrement adéquat. Donc, c'est pour les grands périmètres, c'est cette dynamique-là qui va dorénavant régir ces différents périmètres. Donc, un appel est lancé. Nous sommes dans un panel. Tous ceux qui veulent investir dans le secteur, il y a une possibilité au Togo qui leur permettent d'investir sans problème parce que l'État garantit derrière la sécurisation foncière. L'État a déjà pris une dette pour faire un travail préliminaire. Donc, c'est quoi? Par exemple, aujourd'hui, quand je prends un site qui fait à peu près 340 hectares, je prends le site de Diablé, l'État aménagé a fait la retenue d'eau, a fait les canalisations sur 340 hectares. Mais le potentiel là-bas, c'est 700 hectares. Donc, le privé peut venir s'installer, continuer les aménagements et en même temps organiser les producteurs et il se met en position de récupérer leurs produits à la fin de la campagne et faire maintenant le dispatching des coûts, c'est-à-dire de tout ce que les uns et les autres ont pu avoir. Et voilà, donc c'est la logique maintenant qui est là pour la gestion des grands périmètres irrigués au Togo. Maintenant, en termes d'irrigation goutte à goutte, l'objectif que l'État se donne, c'est 40 000 kits d'irrigation avec système de pompage solaire et utilisation des TIC comme moyen de paiement et nous avons appelé le P-Assurgo. C'est un système qui est en cours actuellement avec le système P-Assurgo est en cours actuellement avec le projet d'électrification rurale qu'on appelait CISO. En fait, c'est un système qui permet d'électrifier, l'objectif c'est d'électrifier 300 000 ménages ruraux et le système de paiement, c'est un système de transfert de porte-monnaie électronique et que le bénéficiaire paie à travers un transfert. Nous avons deux opérateurs qui font le transfert. Il y a le transfert Flux et le transfert T-Money. Voilà. Donc, ce n'est pas ces canaux que le bénéficiaire lui paie. Parce qu'on... Voilà. OK. Donc, l'objectif, c'est 40 000 kits fixés pour les 5 prochaines années. Donc, par rapport à CISO, il y a un projet qui lui est annexé, c'est le PRAVOST, le projet d'appui au volet social de CISO. Voilà. Donc, son objectif, c'est de renforcer la résilience des communautés. Il est ciblé 500 localités rurales. Et pour le secteur agricole, c'est 500 pompes solaires qui seront mises à disposition des producteurs dans le cadre d'un système de revolving fund muni du système P-Assurgo. C'est-à-dire que vous payez à votre rythme. Voilà l'expression. Il y a un aspect qui a manqué sur le slide, c'est aujourd'hui,
nous avons une convention avec EDF qui va nous permettre de déployer 3000 kits d'irrigation à base du système de pompage solaire. Nous avons déjà 30 sur le territoire en phase test que nous évaluons, nous avons évalué qui sont concluants. Et donc, c'est une opportunité. Je lance ici un appel à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui liront la présentation, que c'est une opportunité. Nous restons ouverts pour recevoir les fournisseurs, les prestataires de services qui ont des solutions numériques pour la gestion de l'irrigation, parce que c'est le choix que nous avons fait. On s'est rendu compte que les grands périmètres étaient coûteux, pompeux, et les producteurs n'ont pas assez de ressources. Donc, il faut des solutions adaptées à leur niveau de vie, à leur pouvoir d'achat. Et l'une de ces solutions, c'est l'irrigation goutte à goutte. C'est des kits par exemple, pour EDF, c'est des kits de 0,25 hectares, un kit qui couvre 0,25 hectares. Mais aujourd'hui, nous avons fait un dimensionnement. Nous sommes dans le kit de 500 mètres carrés, des kits de 0,25, bon, puisque c'est un kit 5 hectares et sur 10 hectares. Donc, c'est des opportunités que les gens ont. Nous avons un système avec une plateforme numérique de gestion des paiements de ces équipements. Pour conclure, je dirais que le Togo, l'irrigation est encore à une étape pas évoluée, parce que nous ne sommes pas un pays qui manque de l'eau, mais parce qu'il y a actuellement les effets du changement climatique. Donc, les dispositions sont prises pour que l'activité agricole ne souffre pas de manque d'eau, parce que l'eau, c'est le facteur clé de la réussite dans le secteur agricole. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire comme en termes d'expérience du Togo en matière d'irrigation, en matière d'utilisation des TIC pour gérer le système d'irrigation et pour faciliter l'accès des producteurs, l'accès des populations à l'eau. Alors là, je vous remercie. Nous restons tout ouverts pour répondre aux questions qui vont permettre de mieux expliquer, de revenir en détail sur certains aspects de nos propos. Je vous remercie. Merci Salifou pour cette présentation très claire et très intéressante. Je retiens ici les nouvelles initiatives et surtout les nouveaux modèles qui sont en train d'être introduits au Togo. Le partenariat avec le privé, oui, comme vous l'avez présenté, pour non seulement faire augmenter les investissements dans l'irrigation, mais également pour faire participer à la gestion des périmètres, faire participer les investisseurs privés. Ce montage est assez intéressant. Je pense qu'on aura à la discuter un peu plus, et surtout pour savoir où vous en êtes actuellement dans sa réalisation. Je vois également l'option de kits multidimensionnés connectés avec la promotion de l'électrification rurale, qui est une approche très, je dirais pas innovatrice, mais en tout cas qui a, je pense, de fortes chances de réussite. Mais j'aime également, j'apprécie le fait que le numérique aussi y est. Donc, c'est vraiment un package, hein? Vous avez le privé, vous avez le numérique, vous avez le solaire, et ça avec sur plusieurs dimensions, et qui permet aux opérateurs et aux producteurs de plusieurs tailles de pouvoir utiliser les différentes composantes de ce package. Ça me paraît quelque chose de très disons, innovatrice et très
très intéressant. J'allais peut-être, avant d'ouvrir la discussion, vous demander de nous donner une idée de là où vous en êtes sur la réalisation de ces différentes initiatives. Est-ce que ce projet de partenariat privé-public a pu démarrer? Quelles sont les premières expériences? Et la plateforme numérique qui permet de financer Pay As You Go, l'acquisition de ces équipements, cette plateforme est-elle aujourd'hui opérationnelle? Est-ce qu'il y a un engouement au niveau des producteurs et des privés à saisir ces opportunités-là que le gouvernement leur présente? Donc, toujours une idée de là où nous sommes sur le trajet entre initiative, vision, conception de programme et réalisation sur le terrain. Après, je vais ouvrir le débat à nos différents participants. Merci. Okay. Merci, Monsieur Ousmane. Vous êtes un de nos compatriotes. OK. Non, par rapport au partenariat public-privé, ce n'est pas au niveau document, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec un privé. Je prends un site, par exemple, le site de Agombe-Blouzou, le site de PBVM, projet d'aménagement de la basse vallée du fleuve Mono. C'est un site qui fait à peu près 500 hectares, c'est 489 hectares, qui est à la frontière avec le Bénin pour mieux vous donner sa position. Et aujourd'hui, nous sommes en discussion avec un privé qui est prêt, qui est déjà même opérationnel sur le terrain parce que c'est lui qui fait les prestations de services de mécanisation agricole. Il est en partenariat également avec cette même société, en partenariat avec un privé, un agro-industriel qui fait l'usinage du riz. Et donc, il y a un partenariat entre les producteurs, la société et l'agro-industriel pour que les services dont les producteurs ont besoin puissent leur être offerts et comme ça déduits de la vente des produits. Parce que jusqu'ici, il y a une unité de projet que l'État a mis en place, pour gérer le projet, mais cette unité est arrivée à terme et donc cette société privée va prendre la relève. Nous avons relu les tests, de partenariat et bientôt ça va être opérationnel. Donc c'est un truc qui existe et ça ne souffre d'aucun problème et qui se réalise. Donc c'est aussi le lieu, parce que nous avons plusieurs périmètres comme ça, le lieu de lancer cet appel pour que tous ceux qui veulent investir dans le secteur du riz, dans le secteur des aménagements, ils sont les bienvenus. L'État est prêt pour les accompagner à travers le nouveau code d'investissement, à travers les facilités, les exonérations à tous ceux dont ils auront besoin, à travers le nouveau code foncier pour sécuriser le foncier pour eux. Donc, c'est une opération qui se met en place. Et par rapport à Diablé, où les travaux sont pratiquement finis, il y a également des opérateurs qui se positionnent pour rentrer dans le schéma. Par rapport à la plateforme numérique, oui, la plateforme numérique, par exemple, pour EDF existe parce que c'est eux, à travers une société e-box, ils ont déjà une plateforme numérique qui est fonctionnelle, qui permet de remonter toutes les informations des 30 kits qui sont déjà sur le terrain. Qu'est-ce qui a été, quelles sont les pompes qui sont utilisées, s'il y a une pompe qui a un problème, toutes les informations sont remontées aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des trucs de projet, mais c'est un truc qui se fait et nous suivons ça tous les jours avec eux parce que nous voulons voir la performance de ces pompes. Il faut dire que ces pompes ont été développées en Afrique, au Kenya, par une start-up Sun Culture qui est en partenariat avec EDF et c'est grâce à ce partenariat que nous avons reçu ces pompes. Et même le PDG de EDF a fait un tour au Togo et c'est devant lui que le MOU a été signé
pour le déploiement de 3000 kits. Donc, par rapport à l'engouement des producteurs, je dirais oui, il y a un engouement réel, et nous avons entrepris en tant que direction des statistiques agricoles un recensement de tous les producteurs maraîchers, de tous les producteurs qui ont besoin, qui utilisent les pompes thermiques, tous les producteurs maraîchers, pour qu'enfin on puisse les mettre en contact avec, en relation avec cet outil. Et je n'ai pas parlé du MIFA. Le MIFA, c'est un mécanisme également incitatif pour le financement agricole qui a été mis en place par le chef de l'État, qui facilite l'accès également des producteurs au financement. Bon, peut-être j'aurai le temps peut-être de revenir sur ça, sur d'autres aspects, parce que eux aussi, ils sont impliqués dans cette facilitation de l'accès des producteurs à ces kits d'irrigation dans le système de PASUGO, le système de la plateforme numérique de paiement. Merci. Voilà, merci M. Salifou. Nous avons reçu les premières vagues de questions. Donc, j'invite l'audience à envoyer leurs questions par email à hawajob, h.job@cjara.org, et comme ça, je vais les transmettre à M. Salifou. Le premier jeu de questions, M. Salifou, tourne autour de la formation, donc des questions de ressources humaines, en particulier les jeunes, mais pas seulement les jeunes. Donc, quelle est la dimension renforcement des capacités, la dimension ressources humaines de vos initiatives? OK. Merci beaucoup. Je vais réagir en même temps ou bien? J'allais vous poser cette question et vous laisser répondre, et je viendrai avec les autres questions qui sont posées actuellement. Donc, vous pouvez prendre cette question-là, et en répondant, j'aimerais bien que vous parliez peut-être en termes généraux des initiatives de renforcement des capacités, donc de la dimension ressources humaines, mais surtout également la question jeune. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les jeunes producteurs? Je me rappelle, il y a quelques années, voyageant en voiture entre Cotonou et Lomé, ce que j'ai vu tout au long de la route, et ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans déjà. Il y avait beaucoup de jeunes avec des motopompes qui avaient complètement dominé l'espace entre les deux villes. Je me dirais qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus étendu. Donc, c'était tous presque des jeunes. Donc, quel est cet aspect que vous réservez à la formation, au renforcement des capacités, mais surtout au niveau des jeunes dans les différentes initiatives? OK. Merci beaucoup pour la question. Et effectivement, la formation représente une grande partie pour la réussite de ces différentes initiatives. Et le gouvernement fait un travail formidable dans ce domaine. D'abord, nous avons des centres de formation. Et il y a l'INFA de Tové, parce que je veux aller dans les formations pratiques universitaires. L'INFA de Tové, c'est l'Institut national de formation agricole qui forme les jeunes de niveau BEPC, c'est la classe de 3e, et le niveau bac. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette école a vu son programme reformé pour l'adapter à la réalité avec un focus sur l'irrigation. Un focus sur l'irrigation. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a bâti une plateforme. Aujourd'hui, vous allez sur formation, au pluriel, formation en ligne.tg. Vous allez voir, c'est une plateforme de formation. Elle est toujours en train d'être bâtie. Je vous donnerai l'adresse, qui met l'accent sur, en fonction du niveau de l'apprenant, il y a un type de formation, un type de thématique qui est dévolue à lui. Nous avons une formation de base, nous avons les formations spécialisées et nous avons les incubations. Vous voyez, donc il y a un travail qui se fait pour améliorer la formation des jeunes.
Aujourd'hui, nous avons mis en place un programme de création des instituts de formation pour l'agrodéveloppement, les IFAD, qui sont en construction. Il y a un qui est opérationnel déjà et qui forme des jeunes, qui les outils pour qu'ils puissent se prendre en charge. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a une initiative que nous avons conduite jusqu'en février, jusqu'au 5 février passé, c'est la formation de masse. La formation de masse à travers des outils numériques. À travers des outils numériques où on regroupe les producteurs pour faire d'eux des entrepreneurs. Et il y a une application que nous avons développée, SimulGame. Quand vous allez sur SimulGame, vous allez voir, c'est des jeux. Nous avons fait des jeux pour le maraîchage, des jeux pour la production de riz, les jeux pour la production de café, de cacahuètes. Donc, vous allez voir les différentes étapes. Les jeunes ont la possibilité de voir les différentes étapes. Si je veux faire du maraîchage, qu'est-ce que je fais, ainsi de suite, pour arriver. Nous avons fait ça en langue locale et ce sera plusieurs langues qui seront mises. Il y a le français, mais il y a aussi la langue locale et ils sont en train de développer cela dans d'autres langues locales. Donc, la formation représente un enjeu de taille parce qu'on ne peut rien faire si on n'a pas des gens qui sont capables de se prendre en charge. Nous voulons faire des jeunes, des entrepreneurs. Donc, il n'y a que par la formation qu'on puisse réussir. Par rapport à ce que vous dites, aujourd'hui, ça s'est intensifié. La production sur la côte, ça s'est intensifié et tous ces jeunes seront embarqués dans le système actuel, le système d'irrigation goutte à goutte, parce que nous avons constaté que le système de pompage thermique devient très coûteux. Très coûteux. Or, le système de pompage solaire est quand même pas coûteux et accessible à tout le monde. Donc, un travail se fait pour vraiment mettre les jeunes devant leurs responsabilités pour faire d'eux des entrepreneurs. Il faut rappeler que le PND table sur l'insertion de 500 000 jeunes en termes d'emploi, création d'emplois. Vous voyez, et tout ça repose sur le secteur agricole. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Sinon, la formation, vous avez répondu. Je l'ai tout juste ajouté. Pour préciser concernant la formation. Il y a également le contenu de la formation. Est-ce que vous vous adressez aux défis en termes de gestion des espaces irrigués dans la formation? Vous avez également la problématique des ouvriers agricoles spécialisés, les agents pour la maintenance des équipements. Est-ce que la formation qui est offerte s'adresse également à ces défis-là? Tout à fait, tout à fait. Nous avons même un document on a été appuyé par la coopération allemande pour définir les métiers agricoles et quelle formation il faut adresser à chaque corps de métier. Et aujourd'hui, parlant d'ouvriers, nous avons une plateforme, une bourse des emplois qui gère les ouvriers agricoles. Donc, une ferme qui a besoin d'ouvriers, ainsi de suite, a la possibilité de poster sur cette plateforme le profil, c'est-à-dire le profil de dire je veux un ouvrier, et ainsi de suite, et puis on les met en relation et il est satisfait. Il faut dire également que le Togo bénéficie, je vais dire ça, d'un appui, d'un programme d'Israël qui permet de placer des jeunes en stage en Israël. Donc, c'est des jeunes qui sont dans des fermes, ils font 11 mois dans ces fermes qui leur permettent d'apprendre mieux. Donc, ces jeunes, certains, quand ils sont revenus, j'ai parlé des startups, ils se sont spécialisés dans le domaine de l'irrigation, donc qui font la prestation, qui font la formation aux producteurs. Voilà.
Merci, merci. La prochaine question, vous avez dans les nouvelles initiatives, les nouvelles orientations, beaucoup parlé, enfin 1000 accents en tout cas, sur la participation du privé. Okay? Oui. Donc, dans ces initiatives, quelles sont les 3 actions prioritaires, disons, pour les 5 prochaines années, qui pourraient accélérer les investissements privés les plus importants pour vous? Qu'est-ce que vous avez envisagé comme 3 actions prioritaires? 3 actions prioritaires pour mobiliser le privé? Pour mobiliser le privé. Parce que dans votre schéma, par exemple, il y a un grand rôle qui est prévu pour le privé. Pour le privé, oui, tout à fait. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il faut également qu'il y ait des actions qui puissent faire venir le privé. Il ne s'agit pas de vouloir avoir la participation du privé. Il faut aussi avoir les instruments, les outils qui peuvent attirer le privé. Donc, pour vous, quels sont ces outils, quelles sont ces actions que vous envisagez mettre en œuvre pour attirer le privé dans l'irrigation? OK, 3 ou 4 ou 5, merci vous me dites quoi? D'accord, OK. Merci beaucoup. Et dans un premier temps, j'ai cité le code d'investissement. Le nouveau code d'investissement qui permet à l'État octroie des facilités à ce privé. Par exemple, un privé qui s'installe, il y a, en fonction du régime, nous avons 2 régimes. Il y a le régime d'agrément et le régime de déclaration. En fonction du régime, vous pouvez avoir jusqu'à 5 ans d'exonération fiscale. Vous voyez, il y a les exonérations sur les importations de matériel, ainsi de suite. Il y a même des exonérations, des facilités en termes d'éloignement par rapport à la capitale pour que il y ait un développement équilibré. Vous voyez, il y a le second point, c'est la sécurisation foncière. Parce qu'aujourd'hui, les gens redoutent, au Togo, la terre appartient aux collectivités. Mais avec le nouveau code foncier, vous voyez, il y a une sécurisation que l'État met devant, et parce que l'État même reste un acteur derrière pour garantir la sécurité, la sécurisation foncière. Il y a également des actions en termes de facilité au financement. J'ai cité en temps le MIFA, le mécanisme incitatif de le financement agricole, auprès duquel les investisseurs peuvent également s'adosser pour avoir des facilités au niveau pour le financement des activités. Donc, voilà quelques initiatives que nous avons, mais il faut également mettre derrière tout l'investissement que l'État même a déjà fait. Quand vous prenez un site comme Mission Tové, vous voyez par exemple un projet qui fait, c'est pas des milliards, l'État a mobilisé ces milliards pour faire 600 hectares sur 1000 hectares. Donc, le privé vient, il ne vient pas il ne vient pas à zéro, il vient trouver qu'il y a déjà de l'activité, il vient trouver qu'il y a des choses qui se fait et il ne pourra que continuer les travaux. Donc, voilà quelques initiatives que nous avons prises pour vraiment inciter le secteur privé à venir. Il faut aussi dire qu'il y a tout ce que nous avons comme au niveau du PND, tout l'arsenal que nous avons mis en œuvre au niveau du PND pour que le privé puisse exercer. Parfait. Voilà. Merci. Vous avez parlé de 2 grands projets dans le cadre desquels vous voulez faire accéder à des dizaines de milliers de pompes solaires et de kits d'irrigation. Ça, c'est des nombres impressionnants. Mais en termes concrets, qu'est-ce que vous faites pour faciliter l'accès des petits producteurs à ces systèmes d'irrigation? Quelle est votre expérience à ce jour? OK, merci beaucoup. J'ai déjà dit ça en quelque sorte pour dire que aujourd'hui, nous constatons que le pouvoir d'achat des populations rurales, des populations agricoles reste néanmoins faible. Donc, des kits qu'on met
et on lui dit par exemple, vous payez 1 000 € pour le prendre, vous risquez de ne pas pouvoir le vendre. Donc, qu'est-ce qu'on met? On met un système de paiement électronique qui nous permet, Pay-as-you-go, c'est payer à son rythme. C'est payer à son rythme. Quelqu'un peut dire, je vais payer par semaine. Vous voyez, je vais payer à la fin de la campagne, je vais payer par mois. Donc, c'est toutes ces mesures que nous prenons pour que l'accès soit facile. C'est-à-dire qu'il ne donne rien au début pour avoir le kit. Mais nous savons que par le système de paiement électronique, le système du Pay-as-you-go, il est contraint de payer parce qu'à tout moment, le système, une fois qu'il n'est pas payé, le système peut arrêter la fourniture de l'eau. Donc, voilà des mesures qui sont prises pour que le producteur puisse facilement avoir l'accès aux kits et en même temps, pour qu'il puisse payer les coûts de ces kits-là. Voilà. Parfait, merci. Ce n'est pas parfait, peut-être, parce que c'est pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un, un fournisseur veut s'installer au Togo, le terrain ouvert, il s'installe, il peut développer lui-même sa plateforme avec les opérateurs de téléphonie mobile. Ici, il développe sa plateforme pour le gérer. L'État est là pour garantir que l'opération ne va pas être un échec. Parfait. Je vois vraiment la multiplicité des outils, mais surtout l'aspect innovateur dans tout ce qui se fait, l'utilisation du numérique, l'appel au privé, l'appui aux jeunes, la facilitation des moyens de paiement et tout cela. Qu'en est-il de la recherche? Parce qu'en fin de compte, c'est aussi une histoire de productivité, d'innovation, d'accès aux technologies et tout cela. Donc, il y a un rôle important que la recherche doit jouer ici. Donc, quel est le rôle de la recherche dans votre stratégie d'irrigation au Togo? Ok, merci beaucoup. Ça va être peut-être je ne dirais pas le maillon faible parce qu'un travail se fait pour renforcer l'institut. Nous avons un institut togolais, un institut de recherche agronomique, l'ITRA, et il faut dire qu'il y a certains volets, par exemple l'irrigation, nous sommes qu'au début avec les systèmes de kits d'irrigation ou l'irrigation de précision. Et ils sont également, disons, équipés parce qu'ils ont certains centres de recherche qui ont le système goutte à goutte, mais j'avoue que ce n'est qu'au début. On est au début. La recherche n'est pas encore bien outillée dans ce domaine précis. Voilà. Mais il y a des jeunes qui s'exercent. Il y a des jeunes qui s'exercent venus d'Israël, tel que je le disais, qui ont des compétences pour appuyer les producteurs. OK, parfait. Donc, peut-être en faisant le pont entre la recherche et la formation des producteurs, vous aviez dit en début de votre présentation que vous êtes confronté au problème de gestion des périmètres irrigués. Et il y avait une question qui voulait savoir quelles sont les raisons. Est-ce seulement une histoire de formation des producteurs ou bien d'autres raisons derrière ce problème? OK, d'accord. Merci. Et d'entrée, j'avais dit que c'était des aménagements qui ont impliqué l'État au début, vous voyez. Donc, ça, le producteur au début n'était pas habitué à payer ses services. Parce que c'est l'État, on était à l'époque de l'État-providence. Il y a cette question d'habitude. Voilà. Et maintenant, quand vous rentrez dans le changement, vous voyez, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, il y a la question de sensibilisation. Mais derrière également, tel que c'est dit, il y a la question de formation. Il y a la question de formation parce que lui-même, en tant que producteur, il faut qu'il soit outillé. Il faut qu'il comprenne que ces infrastructures ont mobilisé des ressources. Il faut que lui rationalise
l'utilisation de ces infrastructures. Donc, il y a la question de formation également qui est derrière cela. Mais il y a la question des habitudes. C'est-à-dire que l'État était là, l'État intervenait. L'État intervenait, donc lui venait seulement que produire. Vous voyez. C'est là le moment de suivre une autre question, M. Salifou. Vous parlez de l'État-providence. Mais dans le nouveau schéma, vous avez également une participation de l'État pour 35%. Je pense que c'est dans le schéma d'aménagement et du partenariat public-privé. Donc, comment sont gérés ces 35% qui sont détenus par l'État? Voilà. C'est-à-dire que l'État, lui, il initie l'œuvre, c'est-à-dire que les infrastructures, et maintenant se met en partenariat avec le privé. C'est-à-dire que si vous voyez le schéma, il explique qu'il y a le paiement des dividendes avec les investisseurs privés, et il y a l'État qui fait l'investissement et le privé vient maintenant continuer. Donc l'État, les 35%, c'est pour encourager le privé à s'y mettre. Parce que ce qui se faisait avant, c'est que l'État mettait en place une unité qui gérait le périmètre. L'unité était chargée de faire la maintenance, de faire tout, de pouvoir à tout. Vous voyez? Donc, dans ce schéma actuel, l'État n'est plus dans cette fonction, dans cette fonction-là. C'est le privé qui le fait. Donc, c'est dans les infrastructures de base que l'État a investi les 35%. Voilà, c'est justement ça. OK. Parfait. Vous avez dit au début de votre... Allez-y. Oui, non, allez-y, oui. OK. Vous avez dit au début également de votre présentation que vous faites face à des inondations et d'autres facteurs liés au changement climatique. Donc, il y a des participants qui voulaient savoir les stratégies d'adaptation et d'atténuation qui sont mises en place aujourd'hui par le Togo pour faire face surtout à ces défis-là, du changement climatique, les inondations et autres perturbations de l'agriculture. OK. Tout à fait. Non, bon, actuellement, disons qu'il y a quand même un plan national de contingence qui, quand il y a les inondations, il y a un plan de réponse et qui permet d'abord à l'État dans l'urgence d'assister les victimes de ces inondations, de ces catastrophes. Et il faut dire que, par exemple, si je vais de l'autre côté, la sécheresse, le Togo a souscrit à une mutuelle d'assurance, African Risk Capacity, l'assurance sécheresse. Le Togo a souscrit l'année passée. Et un travail se fait également avec les assurances au niveau local, compagnies d'assurance au niveau local pour mettre en place des formes d'assurance. Donc, il y a un travail également qui se fait avec la RC, l'African Risk Capacity, pour l'assurance inondation. Je ne vous apprends rien parce qu'on partage le même espace. Et puis, donc, il y a un travail comme ça qui se fait. Mais au-delà de cela, nous devons renforcer la résilience des populations. Donc, pour renforcer leur résilience, qu'est-ce que l'État prévoit? C'est de les appuyer durant la contre-saison pour des productions de contre-saison, à travers les semences, à travers les intrants, et les assister pour la saison qui va suivre. Donc, voilà quelques des actions que nous faisons pour améliorer la résilience des populations vis-à-vis des effets du changement climatique. Parfait. Revenons encore aux questions des activités du gouvernement pour promouvoir l'irrigation. Vous parlez de dizaines de milliers de kits solaires et d'irrigation. Oui. On a parlé tantôt de la formation pour l'entretien, la réparation, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il de
de l'assurance de la qualité de ces équipements? Est-ce qu'il y a des débuts disons, d'efforts de fabrication locale ou bien en tout cas de montage local qui permettent d'assurer une certaine, non seulement la qualité, mais également une proximité quant au service et au remplacement de ces outils? Ou bien est-ce entièrement basé sur les importations pour le moment? Et si c'est ça le cas, est-ce qu'il y a déjà des débuts de réflexion pour pouvoir peut-être asseoir une dirais pas une industrie, en tout cas, mais un secteur quand même de fabrique ou de montage de ces kits? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Pour dire que jusqu'ici, c'est des kits qui sont pas fabriqués localement. Nous avons parlé des startups qui sont spécialisées dans le montage et l'installation de ces kits. Sinon, les kits sont entièrement importés. C'est l'ouverture que nous avons. C'est-à-dire que le Togo aujourd'hui reste ouvert pour tous fabricants, tous ceux qui sont spécialisés dans le domaine, qui veulent s'installer et produire ces kits d'irrigation. Le Togo reste ouvert pour les accueillir. J'ai parlé tantôt de Sun Culture. C'est une start-up kenyane, elle est africaine qui fabrique les pompes. Et ces pompes-là sont en utilisation actuellement ici au Togo via EDF Électricité de France. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, nous n'avons pas le système pour la production localement, mais il y a une ouverture pour vraiment encourager ceux qui veulent se mettre à fabriquer ces kits d'irrigation pour la distribution pour le marché local. C'est pourquoi j'annonce que nous avons l'ambition de 40 000 kits. Et 40 000 kits, nous avons des panélistes, je ne sais pas leur profil, mais c'est un marché qui est là, qui est ouvert et qui n'est pas attribué. Ok, très bien. Merci. Donc, ça, c'est très bien. On revient maintenant toujours au kit. D'abord, vous avez parlé du système Pay as you go. Ça, c'est au terme du système de paiement. Mais ça n'affecte pas normalement le coût. C'est tout juste le rythme de paiement. En termes de coût, c'est le rythme de paiement. Ces kits sont-ils subventionnés ou non? Oui, les réflexions sont en cours. Je ne peux pas dire plus parce que pour l'électrification, je parle de l'électrification rurale, il y a une subvention de l'État. Il y a une subvention de l'État. Quand vous prenez une lampe, 4 lampes, une télévision avec, solaire, vous payez par exemple 11 000 francs le mois, mais vous payez 9 000, l'État vous paie 2 000 francs. Donc, c'est un système comme ça pour l'électrification rurale. Bon, maintenant, pour l'irrigation, nous sommes toujours en train de réfléchir dans le cadre, par exemple, du plan. Nous avons un plan de riposte contre le Covid. Donc, nous réfléchissons quel appui l'État peut apporter dans ce schéma en termes de crédit intrant, en termes de subvention. Nous sommes en réflexion. Nous sommes en réflexion. Parfait. OK. Donc, vous avez fait appel au privé, et je pense que c'est très important parce qu'il y a quand même de l'argent à gagner dans l'agriculture, mais la question de la profitabilité reste posée quand même. On a eu ces expériences où les agro-entrepreneurs n'ont pas pu tirer profit, en tout cas de ces investissements, pour plusieurs facteurs. Qu'est-ce que vous prévoyez pour assurer une rentabilité, en tout cas du business plan des investisseurs qui veulent se joindre à nous? Vous avez parlé de beaucoup de choses que le gouvernement fait, le code des investissements, ainsi de suite. Je pense que c'est bon.
Mais là, je voudrais aussi faire le point sur peut-être la rentabilité même physique de ces périmètres. Hein. C'est parce que c'est par là où l'investisseur va tirer ses profits. On a parlé de la recherche tantôt, mais quels sont les niveaux de productivité des cultures principales qui sont pratiquées sur ces parcelles-là? Et ces niveaux sont-ils assez élevés pour permettre un bénéfice, en tout cas pour être attractif pour un investisseur privé? Tout à fait. OK. Merci beaucoup. C'est simple parce que quand vous prenez les facteurs de production dans le secteur agricole, vous avez la terre, vous avez l'eau, vous avez le management, vous avez le capital pour gérer les intrants, tout. Donc, une fois que tous ces facteurs sont réunis, vous voyez, donc, il y a l'eau, vous avez la terre, vous avez la bonne semence, vous avez de l'engrais, vous avez du management de la ressource humaine à même de planifier, exécuter, suivre les travaux. Il n'y a pas de quoi que le travail ne soit pas rentable. Sinon, actuellement, sur les périmètres, il n'y a pas de problème en termes de profitabilité, mais le problème se pose en termes de planification des activités sur le périmètre. C'est quand vous arrivez par exemple sur le périmètre, vous allez voir celui-ci, le riz de telle personne est à maturité pendant que l'autre est en train de faire la pépinière, pendant que l'autre est à tel stade de développement. Donc, vous voyez, il faudrait que ce soit un travail planifié et le privé ne fera que ça. Sinon, les producteurs eux-mêmes, ils savent entretenir. Peut-être qu'il faut renforcer encore plus leur capacité dans les nouvelles techniques d'entretien, dans les nouvelles techniques de production. Sinon, la profitabilité y est. On va quand même faire, on va faire le business plan ensemble avec le privé. Et une fois qu'il arrive, on travaille là avec lui pour qu'il puisse apprécier. Voilà. Parfait, merci. Vous avez parlé de l'accompagnement. Donc, c'est peut-être la question du service de vulgarisation, en tout cas du conseil agricole, pour appuyer ces producteurs pour l'harmonisation des calendriers culturels, les calendriers d'irrigation, et ainsi de suite. Est-ce que ça fait partie des actions que vous êtes en train de mener ou bien que vous envisagez de mener pour donner un coup de fouet à l'irrigation? C'est des actions qui sont déjà même en cours de réalisation parce qu'avant, par exemple, nous avions des conseillers agricoles. Vous voyez, aujourd'hui, ces conseillers agricoles sont transformés en des conseillers techniques de gestion des exploitations agricoles. Vous voyez, donc, il est là maintenant, il fait la formation des producteurs, c'est-à-dire, bon, il vulgarise les techniques, ainsi de suite. Mais il est là pour la planification, l'exécution, le suivi, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est le service de vulgarisation aujourd'hui. Il y a eu cette réforme qui a transformé le conseiller agricole, qu'on appelait habituellement encadreur, qui est devenu maintenant un conseiller technique de gestion des exploitations agricoles, qui est en mesure d'accompagner le producteur dans l'élaboration de ses comptes d'exploitation, de son business plan. Donc, vous voyez, ils sont actuellement outillés dans le système. Voilà. Parfait. Avant-dernière question, ou bien une dernière question. Vous avez fait beaucoup, vous avez mis beaucoup l'accent sur la participation du privé, le réinvestissement, la sécurisation des investissements, et ainsi de suite. Il y a une question qui parle du risque d'accaparement des terres. Qu'est-ce qui est prévu pour éviter que cela se fasse dans le schéma que vous avez sur place au Togo? Justement, c'est ça, parce que le paysan togolais, parce que, bon, même africain, la terre constitue c'est-à-dire, quand il a tout perdu, il faut qu'il ait sa terre. Il faut qu'il ait sa terre. Et c'est par rapport à cela que l'État a mis maintenant le nouveau code foncier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas... L'État est là pour suivre les transactions, pour réglementer les transactions, pour sécuriser le foncier.
Donc, c'est la contractualisation entre le privé et les propriétaires terriens qui est promue. C'est la contractualisation. Parfait. Voilà. Je pense que c'est sûrement peut-être un des moyens les plus aptes à créer à éviter ce risque d'accaparement, mais aussi sécuriser l'investissement du privé. Parfait. Tout à fait. Maintenant, nous avons parlé, c'est pour revenir sur les kits solaires et d'irrigation, on a parlé du rythme de paiement, on a parlé de la subvention, mais Oui. est-ce que l'accès est ouvert à tout le monde ou y a-t-il des conditions pour pouvoir accéder à bénéficier des kits solaires et d'irrigation? Non, il faut être un producteur. Okay. Producteur au Togo et vous allez vous faire enregistrer parce qu'actuellement mes équipes sont en train de faire ce travail d'enrôlement de ces différents producteurs. Et voilà, donc c'est ça. Ce n'est pas, il n'y a pas de conditionnalité, non. Il faut être un producteur installé, avéré et que l'État va vous accompagner. Il y a cet accompagnement. Ok, parfait. Il y a une question ici qui parle de conduite d'engin. Je pense qu'avec les surfaces que vous avez, c'est pas une grande partie des programmes qui est réservé aux grands engins. Mais peut-être je me trompe ici. Est-ce que vous avez la formation à la mécanisation en termes de conduite d'engins, de maintenance des engins? Sinon, qu'est-ce qui est prévu dans ce domaine-là? Ok. Vous faites le pont avec la mécanisation agricole. Oui. Oui, je disais que là-bas aussi, c'est aussi une autre expérience. Et en termes de formation, c'est avec l'INFA de Tové, il y a l'INFA de Tové, l'Institut national de formation agricole, mais il y a également les centres de formation agricole et rurale qui font des formations pour la pratique agricole. Donc, j'ai dit avec la coopération allemande, il y a les métiers qui ont été définis avec des thématiques en termes de formation, métier de tractoriste, métier de spécialiste en irrigation, tout ça, ainsi de suite, qui ont été faits. Mais il faut dire que c'est maintenant qu'on rentre dans l'implémentation. On n'est pas encore à plein pied parce que la réforme de l'INFA de Tové est arrivée l'année passée. Donc, c'est normalement cette année académique qui devrait vraiment être consacrée entièrement au nouveau programme au niveau de l'INFA de Tové. Voilà. OK. Sinon, je dis c'est un champ ouvert et vous avez vu tout ce qui est présenté, ça c'est l'irrigation même au Togo. Et ceux qui veulent sont tentés, nous sommes là. L'administration est là pour les accompagner, pour qu'ils puissent s'installer et qu'ils puissent exercer. Parfait, parfait. On a beaucoup mis l'accent sur la production, les infrastructures de production, l'aménagement, les équipements et tout cela. Mais ça, c'est seulement une partie du problème. Qu'en est-il de la transformation, la valorisation de la production et surtout la mise en marché? Est-ce que vous avez également pensé à ces composantes-là dans votre programme? Tout à fait. Tout à fait. J'ai parlé du MIFA parce que c'est ça. Le MIFA, lui, il organise la production par rapport au marché. C'est-à-dire que on vous accompagne parce que vous avez déjà un marché qui est en place. Et la transformation constitue également un pilier dans ce nouveau paradigme. Parce que vous allez voir aujourd'hui sur le terrain, il y a plusieurs unités de transformation qui se mettent en place. Je vais donner un seul exemple, et c'est les ESOP, les entreprises de services aux organisations de producteurs. Nous avons aujourd'hui une vingtaine, dont presque la moitié dans le riz, qui sont dans la transformation, l'usinage, le conditionnement du riz. Vous voyez? Donc, il y a une relation entre ces entreprises de services et
les producteurs. Donc, les producteurs livrent leurs produits à ces organisations. Quand vous prenez le soja, c'est également la même chose. Il y a ces entreprises qui sont spécialisées dans la commercialisation brute ou la consommation en produits transformés du soja. Donc, il y a des actions qui se mènent et le MILPA est au centre de l'organisation de ce schéma entre le producteur et le transformateur qui s'installe. Nous avons aujourd'hui plusieurs unités, petites unités, même de très petites unités de transformation qui sont mises en place, qui sont accompagnées dans la fabrication de jus, dans l'extraction des huiles et dans plusieurs autres, dans les biscuiteries, dans les farines. Voilà, donc il y a tout ça et eux, ils sont en relation avec les producteurs. Dans le domaine maraîcher, il y a des entreprises qui se mettent en place, qui font le conditionnement et l'export vers les pays étrangers des produits qui sont là. Sinon, un travail se fait et des appuis sont également, parce que nous avons compris que si on n'a pas un marché sûr, on ne peut pas améliorer la production. Donc, une fois que le marché est là, la production aussi suit. Parce que le paysan est sûr qu'il a un marché garanti, il va augmenter sa production. Voilà, je peux ajouter. OK, parfait. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de ce séminaire, de ce webinaire. Il y a une toute dernière peut-être question que j'allais faire passer rapidement, parce que tout ce que vous avez à présenter aujourd'hui, c'était dans le cadre, disons, d'une situation normale, d'une progression normale, d'un environnement stable. Mais aujourd'hui, nous faisons face au COVID-19. Et y a-t-il des conséquences ressenties sur l'approvisionnement de matériel, le financement, etc. Avez-vous vu des impacts déjà sur vos programmes ou anticipez-vous en tout cas de tels impacts sur vos programmes? Anticiper, oui. Okay. J'ai frôlé ça un peu parce que je ne voulais pas aller en détail. Nous avons aujourd'hui un plan de riposte agricole face au COVID-19. Et ce plan est structuré comment? Il y a la mécanisation, appui à la mécanisation agricole, il y a l'intensification de l'utilisation des intrants agricoles, il y a la maîtrise de l'eau avec les kits d'irrigation, vous voyez, et il y a l'appui à la transformation des produits agricoles. Donc, c'est ce plan-là qui va être déroulé, cette campagne, et même jusqu'à ce matin, on était en train de travailler sur ça. C'est le webinaire là qui m'a ramené au bureau. Parfait. Parfait. Donc, merci M. Salifou et merci à tout le monde qui sont joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons vous envoyer les liens pour accéder aux différents outils, donc vidéo et le PowerPoint. Et si nous n'avons pas pu faire passer vos questions aujourd'hui, nous espérons que la prochaine fois on pourra le faire. Donc, nous allons vous envoyer le calendrier des futurs webinaires et serions très heureux de vous voir participer à ces futurs webinaires avec nous. Si entre-temps vous avez des questions, des commentaires, nous aimions bien les voir, les entendre. Donc, envoyez-nous des messages à l'adresse email que Hawa vous a donnée. Donc, merci à tout le monde. Bonne journée et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bye bye. Merci, Salif, encore.